Je sais pas pour vous, mais le bas du classement de Ligue 1 est quand même très très faible en termes de niveau. Bonsoir à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, une nouvelle semaine pour parler de la Ligue 1, le meilleur championnat du monde de France, évidemment, le championnat de France de football qui nous réserve d'innombrables surprises comme chaque semaine pour parler de cette nouvelle journée de championnat. Je suis toujours accompagné de Melvin, journaliste sportif, comment il va? Bien régalé, week-end à Oui. but. À but et à fessé pour le FC Oui, Nantes. et pas que. Voilà. Comme dirait Pascal Duprat, hein, voilà, s'il y a des amateurs de fessé, il y a des clubs pour ça et Nantes a intérêt à aller à ces clubs. Ouais, il y a eu pas mal de fessées, il y a un gap qui commence à se creuser, j'ai l'impression, entre les équipes du bas de tableau du championnat et les équipes de haut de tableau, parce que là, il y a quand même des écarts de niveau assez surprenants. Et on va en parler du coup dans cette petite vidéo. Juste avant, les petites news, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, liker, activer la cloche, ça nous fait plaisir. On vous remercie pour les retours sur la vidéo sur l'AS Saint-Etienne. Et je vais vous mettre mes petites lumières, comme ça vous me verrez un peu mieux. Voilà. Première petite info qui ne concerne pas vraiment la Ligue 1, un peu quand même, puisque c'est un ancien coach de Ligue 1 qui va aller rebondir en Ligue 2, puisque Michel Darzacarian va succéder à Bruno Balthazar sur le banc du Stade Malherbe de Caen, qui est à la dérive complète. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Ligue 2 sur la chaîne, on n'a pas eu trop l'occasion, pas trop le temps malheureusement de s'y consacrer à cette Ligue 2. On fera comme d'habitude à la fin de saison un bilan de fin de saison, comme on a fait à la mi-saison, mais malheureusement on n'a pas le temps de parler plus que ça de Ligue 2, mais le Stade Malherbe ça commence à être catastrophique. Et c'est vrai qu'avec Melvin on a échangé avant la vidéo, on était surpris de voir Darzacarian rebondir ici quand même. Ouais, surtout aller dans ce tel bourbier parce que il sort d'une fin d'aventure avec Montpellier qui a quand même été assez éreintante mentalement. Il aurait pu attendre l'été, peut-être un projet un peu plus solide en Ligue 2 parce qu'il a quand même une cote en France qui reste quand même assez intéressante. Mais finalement, non. Il a été séduit par le Stade Malherbe de Caen, par ce défi impossible, quasiment. C'est-à-dire que là, c'est pas une question Il reste juste 10 journées, 10 points sur le barragiste, hein. d'écart. Là, c'est juste pas une question d'écart, c'est une question de niveau. Aujourd'hui, Caen a fait un mercato d'hiver où je pense que toi et moi, on aurait pu postuler et jouer à Caen. Donc, on va voir s'il va rendre l'impossible possible. Et ouais, c'est une grosse surprise et bravo à Bruno Balthazar qui succède au temple Raymond Domenech. Ah ouais, alors Voilà, là c'est la médaille, hein. C'est la Légion d'honneur Raymond ça, Domenech, c'est hein. Là, le passage, il est calamiteux, j'ai pas d'autres mots. Et grosse force aux supporters canets, parce que c'est un très très beau public qui est du côté de Dornano. Et là, franchement, cette année, ils ont pas été gâtés. Peut-être qu'ils retrouveront les Girondins de Bordeaux l'année prochaine à la Nationale, pour un Bordeaux-Camp qui me rappellera voilà, le haut niveau, il y a 10 ans. Mais bon, ça c'est autre chose. Parlons de Ligue 1 tout de suite, puisqu'il y a quand même la 23e journée du championnat qui va débuter dès ce samedi. Dès ce vendredi plutôt, pardon. Et avant tout, on va faire un petit point classement. Ça débutera ce vendredi par un Rennes-Reims. Et on va pouvoir basculer tranquillou sur le classement de Ligue 1 que je vais vous afficher juste ici. Comme d'habitude, le PSG leader de l'Olympique de Marseille, 10 points d'avance pour les Parisiens, 6 points d'avance pour Marseille sur le 3e l'OGC Nice. Monaco est 4e, le LOSC est 5e, Strasbourg est remonté à la 7e place. Nous avons toujours Saint-Etienne en tant que barragiste, Le Havre et Montpellier qui collent les deux dernières places du classement, les mauvais élèves au fond de la classe, et les différences de buts qui sont quand même assez calamiteuses pour certains clubs. Le moins 30 pour Saint-Etienne, le moins 31 pour Montpellier, le moins 14 pour Nantes, parce que ce week-end il y a eu une belle fessée dont on va parler également. Voilà pour le petit point classement du côté de la Ligue 1. Et on va tout de suite commencer par ce Stade Rennais, Stade de Reims, un duel de mal classé finalement, un duel de déception de saison, un duel d'équipe. Ils vont devoir relever la tête pour s'épargner des peurs et les sueurs froides du maintien. Le Stade Rennais reste sur une défaite face à Lille, 2 buts à 0 pour la troisième match de Big Bay qui avait quand même commencé par 2 victoires contre 2 adversaires intéressants pour les Rennais. Et ils vont affronter un Stade de Reims qui n'a plus gagné. Mais ça, j'ai l'impression que chaque semaine, on met à jour le bilan en fait. Depuis le 10 novembre 2024, ce qui fait quasiment 10 journées, si je dis pas de bêtises, puisque oui, la dernière victoire, c'était la 11e journée, on est désormais à la 22e, donc ça fait 11 journées. Après une défaite contre Angers, Reims, je sais pas jusqu'à où ils peuvent descendre. Enfin, en Ligue 2 aussi, ils peuvent descendre jusqu'à là, mais ça va être inquiétant quand même, hein. Ah, mais il creuse. Le changement d'entraîneur n'a pas été effectif. Loin de là, avec deux défaites et un jeu qui est quand même très Ouais, inconsistant, hein. Il y a une maladresse, il y a un manque d'efficacité. Te dire que Reims a autant de carence. de problèmes quand on voit l'effectif.
quand même loin d'être déconnant. C'est assez surprenant, mais c'est vraiment un problème mental. Je me doute que, vu le discours de Samba Diarra, s'il est encore sur le banc pour le match contre Rennes, ça sera son dernier. Et que Reims repartira avec un nouvel entraîneur. Mais quel entraîneur pour Reims? Peut-être des Quel Zakarian projet surtout? quand tu leur as démissionné de camp 2 jours après avoir eu effectif. Déjà passé par Reims, dernière carrière. C'est vrai. Donc, je sais pas, honnêtement. J'avoue que je sais pas qui va aller sur le banc du stade de Reims. Est-ce qu'ils vont. Gourvenec. C'est ouais, des noms comme ça, des noms qui font un peu pompier de service au dernier moment. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, est-ce que, je sais pas, moi, un Ristouille peut-être. Je sais pas s'il a envie de revenir sur un banc. Moi, j'ai une piste. Allez, dis-moi. Fais-moi Moi, rêver. j'ai une grosse cote. Moi, Moi, j'ai une grosse cote. J'ai Rémi Garde qui vient là. Moi, j'ai une grosse cote, je sais pas Allez. pourquoi. Je vais pas mettre mes billes dessus, mais Joao Sacramento. Oh, oh là. Oh, tu sais qu'on le voit tous les étés celui-là, hein. Il sort à chaque fois, hein. Et c'est vrai que ça peut être très Reims compatible finalement, je trouve. C'est pas con. Bah écoutez, à voir. Ça peut être une piste, effectivement, on verra. Jamais vous avez besoin d'un directeur sportif, appelez-moi. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre prono pour qui va devenir entraîneur du Stade de Reims. Si ça va être fait, bah, je pense oui, effectivement, à mon avis, au vu des résultats, rapidement, et pas, on va pas attendre la fin de saison. Parce que Reims va devoir prendre des points, puisque Reims n'a que 3 points d'avance sur Saint-Etienne, enfin 4 points d'avance pardon, sur Saint-Etienne, mais que bah, ils n'avancent pas, ils ne prennent pas de points, ils ne gagnent pas. C'est au-delà de ne pas faire de résultats pour Reims, c'est que tu as perdu tes 3 derniers matchs, puis tu prends des buts, tu perds contre des adversaires au maintien, enfin, et quand tu vois l'enchaînement Rennes-Monaco, ouais, ça va être compliqué pour le Stade Rennais. On va quand même un petit peu relever la tête. Moi, je vais les jouer gagnants cette semaine, les Rennais. Je sais pas pour toi, mais allez, on enchaîne pour Rennes. À domicile en plus. Ouais, je vois mal comment Reims pourrait s'en sortir, puisqu'en plus Rennes contre Lille n'était pas non plus en grande Il y difficulté. aura des T'as la absents, hein. défaite avec ce carton rouge, Samba sera suspendu par exemple. que Christopher Wu. Mais sinon, ouais, pour moi, cette équipe de Rennes est au-dessus d'un Reims qui se liquéfie de semaine en semaine. Je suis assez d'accord avec ça et je sais pas trop comment Reims va relever la tête pour pouvoir enchaîner. Et ben nous, on va enchaîner sur un Lille-Monaco qui est quand même assez alléchant sur le papier puisque le LOSC sort donc, on l'a dit, d'une victoire face à Rennes, que Monaco a étrié le FC Nantes 7-1. Alors le carton rouge n'a pas trop aidé certes, mais le FC Nantes, on en parlera tout à l'heure, ça a quand même été vraiment très très inquiétant cette performance du FC Nantes. Et j'avais une stat sur Monaco, c'était Mika Biarritz, le nouvel attaquant monégasque qui est arrivé cet hiver, qui est quand même excellent, qui est le premier joueur à avoir inscrit 7 buts lors de ses 7 premières apparitions avec l'AS Monaco en Ligue 1. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Biarritz quand on a fait le débrief du mercato hivernal, mais c'est un gros renfort pour Monaco, et en Ligue 1 en tout cas il carbure bien, je trouve. Ouais, et puis il apporte de la fraîcheur, de la Ouais, spontanéité. On va voir en Ligue des Champions avec ce match alors on se parle qui se jouera ce soir contre Benfica. Mais en Ligue 1, en tout cas, ouais, il est spontané. Moi, j'aime bien ce type d'attaquant. On va voir s'il garde cette fraîcheur jusqu'à la fin de saison. Mais aujourd'hui, il fait quand même beaucoup de bien à Monaco. Quand c'est un on profil de voit plus, hein. et surtout quand on voit que, enfin voilà, Monaco depuis plusieurs semaines, c'est quand même très très compliqué. Heureusement, tu as un attaquant qui colle des buts, qui peut te soulager un petit peu. Et puis voilà, on va voir la suite. Mais ouais, pour moi, c'est un attaquant qui peut vraiment s'imposer en Ligue 1 et qui risque de faire parler de lui. Et Monaco carbure, hein, parce qu'avec les 7 buts qu'ils ont inscrits là, du coup, ça bonifie encore plus le festival offensif des Monégasques depuis le début de saison. Ils ont déjà inscrit 44 buts, et pas trop mal depuis le début de saison. Et du coup, ils affrontent un LOSC qui a eu quand même la belle histoire, je pense, j'ai envie de dire même carrément de la saison en fait. Cette histoire de Nabil Bentaleb, retour gagnant pour le joueur lillois, après plus de 6 mois, qui est équipé d'un défibrillateur, qui a marqué pour son retour 7 minutes après son entrée contre Rennes. Bah, c'est la belle histoire de la saison, hein, j'ai envie de dire carrément, pas que du week-end, hein. Oui, oui, même la belle histoire depuis plusieurs saisons quand Oui, même, hein. Déjà, le combat pour revenir sur un terrain de foot est déjà incroyable. Et là, sur ton match de retour, tu marques, tu délivres ton équipe. c'est incroyable. Ça a dû faire un super coup de boost au groupe de Bruno Genesio, qu'on avait bien besoin, parce que là aussi, c'était un peu plus compliqué sur les dernières semaines.
Mais voilà, moi je trouve que c'est une belle histoire, ça va faire du bien ce retour de Ben Taleb. Au-delà de ses qualités footballistiques, je pense que c'est en termes de groupe, c'est un leader, il y a à faire du bien, et puis c'est une option de plus pour Bruno Genesio. Je pense qu'il en a bien besoin, vu le calendrier démentiel qu'a Lille. Oui, c'est Faut vrai. rappeler que quand même il y a la Ligue 1, la Coupe de France à jouer, La Coupe de France, plus. oui, la Coupe de France éliminée contre Dunkerque, mais voilà, la Ligue des Champions, c'est pas mal. Le C'est un bon calendrier, programme. il commence à être assez complet. Donc, il va faire du bien, Ben Taleb. Alors, est-ce qu'il sera, on va dire, de retour à son meilleur niveau, l'enchaînement de matchs, on va voir ça. Là, contre Monaco PSG, c'était un peu plus compliqué. Mais ouais, c'est un très bon retour pour Lille et c'est une chouette histoire. C'est une très très belle histoire. Je vais mettre le match nul entre Lille et Monaco. Voilà, je prends aucun risque. Je sais pas pour toi. Alors, moi, je vais prendre un risque avec une Allez. victoire de Monaco. Et victoire monégasque du côté de Pierre Mauroy et du LOSC pour enchaîner sur cette nouvelle journée. Écoutez, on va enchaîner. Match suivant, match. C'est plus que capital, là, ça va être le fameux match à 6 points, le match qu'il ne faut impérativement pas perdre pour l'une ou l'autre des deux formations, c'est ce Saint-Étienne-Angers qui va être crucial dans la lutte pour le maintien. Je vous affiche au classement. Angers tout de même a pris de l'air, se donne encore de l'air au championnat avec 26 points, ils pointent à la 11e place et en juin ils font vraiment une saison très très solide. Et quelques places derrière, on retrouve la Saint-Étienne barrage 18 points. Alors Angers n'est pas encore sauvé, continuer à prendre des points comme ça pourra sentir bon le maintien, mais il ne faut pas lâcher les rênes de cette bonne série pour les Angevins. Saint-Etienne, par contre, il y a un manque cruel de points, il y a un manque cruel de niveau défensif parce que c'est aberrant. On a fait un grand suivi sur Saint-Etienne, pour le retrouver sur la chaîne, il est toujours d'actualité la semaine dernière. Saint-Etienne se déplace toujours très mal. Voilà, ça c'est un petit exemple des différentes sorties de l'AS Saint-Etienne cette saison. Nouvelle défaite au Vélodrome 5-1 ce week-end. Débâcle sur débâcle sur débâcle sur débâcle. Là pour Saint-Etienne à l'extérieur, c'est défensivement c'est une catastrophe. Là vraiment j'ai eu trop de pour décrire les performances stéphanoises. Ils se sont fait ouvrir à Marseille. Malheureusement, on avait un peu peur de ça lors de la preview. Ah, ça a pas manqué hein, pour Saint-Etienne malheureusement. Ouais, c'est pas étonnant. On a parlé du mercato qui a été raté. Et puis, enfin voilà, il y a une différence totale de niveau entre, on va dire, le top 4, top 5 et on va dire la fin de classement Ligue 1. Il y a une grosse différence quand tu vois les ampleurs des raclés en ce moment. Voilà, même un Lyon-Reims finalement 4-0 parce que Lyon fait partie de ce top 5, top 6 d'équipes de haut de tableau et t'as des équipes qui sont vraiment en Faible. difficulté, pas uniquement de l'aspect mental, mais également de l'aspect technique. Aujourd'hui, pour moi, Saint-Etienne, ça se situe entre bas de tableau Ligue 1, haut de tableau Ligue 2. Ils n'ont pas passé franchi ce cap comme on aurait pu penser avec Kilmer. J'espère que Saint-Etienne ne deviendra pas le nouveau FCMS à faire ascenseur tous les ans. Ça serait peut-être un peu embêtant pour l'image du club. Mais ouais, il y a une faiblesse de cette lutte pour le maintien. Je suis désolé, mais quand tu vois des équipes, les 4 dernières équipes de ce championnat, même Reims depuis plusieurs matchs, bon, Angers, ils s'en sortent plutôt pas trop mal, mais normalement, dans un championnat un peu plus compétitif, je pense qu'ils sont un peu plus derrière. C'est des équipes qui sont quand même assez faibles, qui peuvent prendre des grosses tollées le week-end. Et j'en ai pas parlé pour Reims, mais on peut en parler pour Reims et pour Saint-Etienne. C'est des équipes qui perdent de l'argent, qui ont des déficits structurels assez importants et qu'une descente en Ligue 2 coûterait très très cher, même plus cher que ce qu'on peut penser, je pense. Le projet Kimmer pourrait prendre un grand coup dans la gueule en cas de descente de la Saint-Etienne, puisque ça ferait déjà pas mal d'argent de perdu, donc ça serait un peu emmerdant. Et on l'a dit, Reims aussi va perdre de l'argent. C'était Romain Molina qui tweetait ça cette semaine. Et on reparlera de Romain Molina tout à l'heure, parce qu'on parlera de Montpellier. Mais je disais, Saint-Etienne, oui, a franchi la barre des 50 buts encaissés. Il y a seul Montpellier qui fait pire. Et je sais pas depuis combien de temps on a des équipes défensivement qui sont aussi faibles et qui prennent autant de buts. Parce que deux équipes, après 22 journées, qui ont pris 50 pions, j'ai pas regardé, mais ça doit pas courir à la rue non plus en une saison. Donc c'est assez inquiétant. Malgré tout, est-ce qu'ils peuvent le faire contre Angers à domicile? Angers qui reste sur une victoire contre Reims, qui a quand même, qui est resté sur 3 matchs sans victoire, qui a retrouvé un peu le goût à la victoire, qui va jouer des adversaires, Toulouse milieu de tableau, Brest qui va finir son aventure avec des champions qui sera peut-être un peu émoussé, avant de jouer un trio Monaco, Rennes, Paris qui va être peut-être un peu plus compliqué. Il y a quand même une occasion pour Angers de prendre des points. Je sais pas ce que tu vois comme résultat ce week-end pour eux. Et ouais, honnêtement, j'ai C'est du dur, hein. mal à voir Saint-Etienne gagner, quoi. C'est abyssal le niveau aujourd'hui de Saint-Etienne. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, moi je vais aller sur la victoire d'Angers.
Tu vas aller sur la victoire angevine. Eh ben, écoute, moi je vais mettre le match nul en me disant qu'à Geoffroy Guichard, Saint-Etienne peut prendre des points quand même. Mais bon, c'est sans trop gros de conviction et il faut que Saint-Etienne relève la tête parce que bon, ils ont montré de belles choses sur certains points, mais là défensivement ça commence vraiment à couiner sévère et ça va vraiment être très très compliqué pour les Verts. On souhaite quand même bien du courage à tous les supporters stéphanois qui nous suivent. Vous êtes très nombreux, on le sait, et on vous en remercie pour ça. Et on espère pour vous passer une bien meilleure fin de saison que la forme actuelle. Le match suivant, le bourreau de Saint-Etienne, l'Olympique de Marseille se déplace du côté de la JOCR. Ce week-end, on a une petite stat peut-être sur l'Olympique de Marseille. Marseille a inscrit au moins 5 buts lors d'un même match de Ligue 1 pour la 4e fois cette saison, autant que toutes les autres équipes réunies. Paris à 2 reprises, Rennes, Nice, et du coup il y a forcément, c'était une stat qui a été donnée avant Monaco. Mais on peut rajouter Monaco également. Donc le 2 Herbie prend. J'avais des débats sur Marseille, j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux, sur le mercato marseillais. Il est réussi, mais est-ce qu'il est réussi parce que c'est embelli par Roberto De Zerbi ou est-ce qu'il est vraiment réussi parce que les joueurs sont vraiment performants? Je pense qu'il y a un peu des deux forcément, mais c'est vraiment la deuxième force et c'est vraiment une équipe qui est plaisante à regarder en plus. Oui, moi pour moi en fait les deux vont de pair, c'est-à-dire que il y a, ce qui n'était pas le cas franchement lors des dernières années, il y a un alignement total entre deux Zerbi, Benassia, Longoria. Donc à partir de là, déjà ça facilite. De Zerbi, je pense qu'il est satisfait des deux mercatos de l'OM parce que franchement ils te font des coups. Faut pas oublier que Marseille n'a pas de Ligue des Champions cette saison. Ils t'ont fait un recrutement très clinquant. Là, le mercato d'hiver, il est réussi. Dedic, Super Benacer. joueur ça. Quel Ah, joueur. c'est des recrues qui vont t'apporter dans cette seconde partie de saison. C'est pas des recrues où tu te dis faut attendre 3 4 mois. C'est des recrues dès ce moment qui peuvent t'apporter des Guiri choses. aussi, hein, notamment. Donc voilà. Que pour moi, cette équipe de l'OM, enfin franchement, voilà, elle se construit. Alors, moi, j'ai hâte de voir si c'est sur la continuité, parce qu'une saison en soi, c'est pas étonnant, mais est-ce que sur la continuité, ils sont capables vraiment d'installer un projet, d'installer un truc? J'espère pour eux, parce que pour l'instant, c'est bien parti. Déjà, s'ils arrivent à accrocher la Ligue des Champions en fin de saison, ça sera déjà pas mal. Et après, voilà, tu te construiras, mais faut souligner le très bon travail de l'OM. Est-ce qu'on les voit gagner au Auxerre? Sûrement. Auxerre qui a pu gagner depuis le 24 novembre, je viens de voir ça. C'est quand même depuis la 12e journée, ça commence à faire pas mal de matchs sans victoire pour la JOCR. Et les hommes de Pélissier restent sur 2 matchs nuls de partout, donc on peut se dire qu'il y aura un match, il y aura pas mal de buts dans cette rencontre. Ils ont quand même pris 8 buts sur les 3 derniers matchs. Donc défensivement, ça craquelle un petit peu pour les Auxerrois. Je les vois pas tenir la cadence face à Marseille, surtout à Marseille qui à l'extérieur reste très très solide. Je sais pas pour toi, mais bon, je pense que victoire de l'OM ce week-end. Oui, contre un Auxerre qui est vraiment en difficulté. On a parlé de Reims, mais Auxerre derrière Ouais, aussi, c'est quand même. Ça tire la langue bien. ça tire la langue. Et pour le point classement, Auxerre 25 points, quand même encore un matelas par rapport à Saint-Etienne barragiste, mais il va pas falloir trop attendre avant de prendre des points parce que tu risques de te faire peur aussi, pareil sur la fin de saison. Donc c'est des points sur lesquels il va falloir compter pour la JOCR qui est en train d'un peu gâcher le première partie de saison qui était quand même assez exceptionnel de leur part. C'est un peu dommage. Parlons du FC Nantes. Aïe, le FC Nantes. Alors, comment Comboiré est encore sur le banc du FC Nantes? Ça, moi, je me pose la question. Je ne sais pas si vous avez une réponse, mais en tout cas, le FC Nantes a pris contre Monaco la plus grande fessée de son histoire en Ligue 1. Voilà. Coulé, comme l'a bien titré Opta. C'est la première fois que Nantes a encaissé 7 buts lors d'un même match de Ligue 1. Ça fait quand même mal. Le bourreau s'appelle Monaco. Et pourtant, Nantes avait réussi son entame, hein. C'est l'ouverture du score d'Ablin, un premier quart d'heure assez solide. Alors, il y a le rouge de Nicolas Cozza, là, je crois, 10e minute de jeu, quelque chose comme ça. Un rouge mérité parce qu'il aurait pu péter le tibia de je ne sais plus quel joueur. Il y a eu un Monaco en face qui a été étincelant parce que Akiliouche, Ben Seguir, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais waouh, c'est quand même des sacrés joueurs et ça fait c'est joli à voir en plus d'être bon, c'est beau. Donc, c'est ça. Mais alors, Nantes. Je sais pas pour où commencer. Est-ce qu'on commence par le niveau d'Anthony Lopez, qui en fait j'adore ce gardien. J'ai adoré ce gardien quand il était à Lyon, mais là tu sens qu'il est un peu cramé et t'as l'impression que chaque frappe cadrée ça fait but quoi. Alors il est pas le seul responsable, hein. Le match de Nicolas Palois, pareil, il est très très compliqué. Ouais, là à Nantes c'est un peu dérive, hein. Ça dérive et je sais pas jusqu'à où ça va couler, hein. Heureusement qu'il y a des équipes qui sont moins bonnes qu'elle encore, hein. Moi, je dirais, sur le cas d'Anthony Lopez, j'ai quand même apporté un bémol à ta réflexion, c'est qu'il n'a pas joué il Oui avait pas joué aussi, depuis 6 mois. je suis d'accord. Donc, tu arrives à un moment où tu as besoin d'un gardien performant. Tu vois, on parlait tout à l'heure des recrues qui peuvent tout de suite apporter quelque chose. Non, c'est pas été le cas. Oui, tu prends Donc, le mec qui sont pas prêts. C'est qu'avec Coquelin aussi. voilà. Donc,
moi, ça m'étonne pas. Peut-être qu'en fin de saison, il aura ce boost, mais pour l'instant, il l'a pas. Il y a une situation quand même très compliquée. Tu arrives en plus dans un groupe qui est vraiment, qui est marqué depuis plusieurs saisons par ses batailles pour le maintien, ses changements de coach incessants. Franchement, c'est une pétaudière, hein. Nantes, c'est une pétaudière. Et c'est ça qui est assez fou. C'est-à-dire que malgré des résultats qui sont vraiment, on va dire, catastrophiques, pour être gentil, t'es 15e de Ligue 1, quoi. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, Nantes se sauve. Ouais, Donc on va voir là la suite. Parce que pour moi, là, ils ont un enchaînement. Les 6 prochains matchs, ils sont quand même assez costauds pour Nantes. Parce c'est que vrai. Lens, Marseille, il y a du Lille, il y a du Strasbourg, t'as un déplacement Paris au Havre et t'as un déplacement à Nice. Et réception du Franchement, PSG. alors, voilà. T'as l'avantage pour Nantes, c'est que, enfin, à part le match contre Monaco, tu te comportes plutôt bien contre les grosses équipes. Mais là actuellement, là, tu viens de prendre deux. À quel point elle va faire mal à la tête, celle-là? Celle-là va faire mal. Et t'affrontes Lens, une autre bête blessée qui veut gagner. Voilà, ça va être un match assez compliqué pour nos amis nantais. Lens qui reste sur 2 défaites consécutives 2-0 à Nice et sur la réception de Strasbourg. Un très très beau Strasbourg d'ailleurs ce week-end, on en reparlera. Oui, Lens qui va devoir se relancer en vue de sa lutte pour l'Europe, puisque Lens est 8ème avec 33 points. Ils ont déjà 3 points de retard sur Lyon 6ème, 5 sur Lille et 7 sur Monaco 4ème. Voilà, est-ce que Lens peut aspirer à la Ligue des Champions? Je ne sais pas. Mais est-ce que Lens, moi je pense que j'ai l'impression que pour Nantes, celle-là va faire mal au crâne. Et si ça se relève déjà ce week-end, c'est très fort mentalement. Il y a des ressources que j'aurais pas cru pouvoir possible au FC Nantes. Maintenant, je pense qu'ils vont perdre parce que j'ai l'impression que celle-là fait vraiment mal au crâne, quoi. 7-1, ça fait quand même mal à la tête, hein. Et surtout, ce qui fait mal à la tête, c'est de te dire qu'il n'y a pas de réaction. C'est-à-dire que tu as un groupe qui est quand même très 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 marqué. Pourtant, l'entame Et est tu bonne, quoi. C'est ça qui est dommage. te maintiens dans ton Camboré envers et contre Ouais. tout. Alors, à contre-temps de ce que tu fais depuis plusieurs saisons. Est-ce que Donc Valdemarquita a là, encore les rênes, en fait? J'ai l'impression que. Enfin, je sais pas s'il a encore les rênes à Nantes. Parce que. D'ailleurs, qu'il commence à se rebeller pour les rotés. On touchera un mot à la fin, mais. Mais je sais pas, parce que ça fait pas du tout Valdemarquita de garder un entraîneur comme ça. L'OGC Nice reçoit le MHSC, il est temps de parler de Montpellier, puisque Romain Molina a sorti une vidéo hier sur un très beau coucher de soleil, si je peux me permettre pour ceux qui l'ont vu, dénonçant les activités du côté de Montpellier avec des mercatos ratés, des directeurs sportifs un peu trop gourmands, des clans de joueurs qui font pas grand chose malheureusement, et ça se voit. Pas d'envie, des salaires trop élevés, un club qui est en train de perdre énormément d'argent, qui pourrait perdre quasiment peut-être 40 millions d'euros s'il y a descente cette saison avec la baisse de droits télé. Il n'y a plus le cash de CVC qui rentre dans les caisses parce que Montpellier a perdu 25 millions l'année dernière ou il y a 2 ans, mais tu avais du CVC. Donc, ce qui compense un petit peu les pertes, là tu l'as plus, donc ça va perdre très très gros pour Montpellier qui est dernier du championnat. 15 points pour les Montpelliérains. On a cru sur saut d'orgueil, ça a replongé. Je sais pas si tu as quelque chose à toucher, que ce soit les révélations de Romain Molina hier, que ce soit sur le match contre Lyon où ils ont quand même une bonne première mi-temps. En fait, c'est bizarre parce que ils ratent leur entame. Derrière, ils reviennent, ils ont une période de domination pendant 20-25 minutes sur la fin de la première période où Lyon se fait quand même bouger et Montpellier a quand même des occasions, il y a des choses, mais il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'efficacité. Ils arrivent quand même à égaliser avant la mi-temps. Et tu te dis, ils égalisent juste avant la mi-temps, c'est eux qui ont le momentum. Et en fait, non, ils se font climatiser, sortie de vestiaire, ils prennent 2 cajots en 3 minutes. Et derrière, ils ont complètement coulé, quoi. Et plus rien. Et en plus, en fait, ce qui est catastrophique pour Montpellier, c'est que c'est pas comme le début de saison où on va dire que franchement, il n'y avait rien à retenir. Là, sur les matchs, souvent, tu accroches un peu l'adversaire et en fait, à un moment donné, la bascule, elle se fait du mauvais côté. Et sauf que le souci, c'est que pour Montpellier, t'as plus le temps de. Enfin, Oui. là, t'es dans l'urgence totale. Euh, Moi, je veux voir la suite. Je pense que là, ils peuvent enquiquiner Nice. J'aimerais bien prendre un point, moi, personnellement. Ok. Mais voilà, quand tu vois le calendrier qui est quand même assez compliqué, honnêtement, aujourd'hui, moi, Montpellier, en fait, je les vois pas revenir, mais quand je vois la situation du classement où c'est autant catastrophique devant De eux, part et d'autre, je c'est me vrai. dis que sur un coup, ils peuvent un exploit à l'extérieur, ils peuvent aller revenir à égalité, quoi. Donc, moi, j'y crois toujours pas au maintien de Montpellier. Ils m'ont fait douter un petit peu sur les dernières journées, notamment après la victoire à Toulouse. Mais
Mais en fait, tu te dis, s'ils se maintiennent d'un côté, c'est improbable, c'est magnifique pour eux, mais ça veut dire quand même beaucoup du niveau du bas de tableau de cette Ligue 1 qui est quand même assez affligeant. Le GC Nice, donc, il reste sur une victoire au Havre, 3 buts à 1. Il reste sur quand même 2 victoires consécutives, 4 matchs en défaite, une défaite sur les 8 derniers matchs. Passant au GC Nice qui en Ligue 1 peut accrocher cette troisième place sans trop de problèmes. Tu vois Montpellier prendre un point. Moi, je vais voir Nice quand même sortir vainqueur de cette rencontre. Voilà. Je me dis, allez, Nice a quand même l'effectif, a quand même la qualité. Il y a des joueurs qui sont revenus, ça fait du bien. Il y a encore des revenants qui doivent encore pointer leur bout de leur nez. Donc pourquoi pas pour Nice et pour Montpellier. Comme d'habitude, mauvaise gestion extra-sportive. Quand on sait ce qui était sorti, je vous invite à aller voir la vidéo de Romain Molina aussi. Sur ça, voilà, il n'y a pas de secret, malheureusement, sur le manque de réussite sportive. Le Havre-Toulouse, ça c'est un match, un bon match qui sent le multiplex, le triplex de dimanche 17h15. Ah non, c'est pas 17h, c'est 17h15 les matchs ce week-end. Le Havre donc qui reste sur une défaite. Toulouse, également. Alors, ça a fait un peu parler la déclaration de Walid Cherchour sur le TEF. Selon lui, était un peu yaourt nature. C'est vrai que Toulouse cette saison est quand même le bon club de ventre mou avec pas d'efficacité sur soit défensivement ou offensivement, avec une équipe qui est trop loin qui manque de qualité pour aller jouer l'Europe, qui a quand même suffisamment de qualité pour se maintenir assez tranquillement. On l'a dit, on l'a répété, le remplacement de Dalinga n'a pas été fait, un mercato un peu faiblard, mais voilà, Toulouse fait son bonhomme de chemin, ils sont à leur place et j'ai envie de te dire. J'ai pas grand chose à dire sur Toulouse parce qu'ils font leur petite saison tranquillement. Je sais pas si c'est une saison de transition pour le TEF, mais c'est une saison un peu plus calme où voilà, on essaie de stabiliser un peu Ils tout sont ça. impactés par les droits de TV aussi. Mais oui, et finalement ils s'en sortent pas trop mal parce qu'ils vont perdre, mais ils restent quand même au milieu, quoi. Ils terminent, là ils sont dixièmes Toulouse. Toulouse, l'objectif c'est première partie de tableau. Il suffit qu'ils chippent la place de Brest, 9ème, ça serait une saison réussie pour Oui, Carles Martinez-Novel. Hein. je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Oui, oui, c'est dommage de pas avoir Toulouse mêlé dans la course à l'Europe, mais en ont-ils les moyens quand ils n'ont pas de pur neuf? Il y a pas mal de matchs où ils ont manqué d'efficacité. Voilà, moi ça me choque pas de voir Toulouse. Moi je trouve que Toulouse est à sa place, fait la saison qu'il faut. Attendu. On l'a dit, ils sont pas véritablement de neuf. Franck Magri, 0 but contre le PSG. Franck Magri titulaire, 0 but. Ouais. Peut pas. Enfin voilà, il y a c'est un effectif quand même qui tient la route, mais qui va pas voilà, qui va pas aller tutoyer le top 5 top 6 ça on le sait. Je vous montre les stats des offensifs toulousains. Je me permets du coup. Babika, 21 matchs, 4 buts, 27% de titularisation. Abourlal, 22 matchs, 6 buts, 2 passes D, 95% de titularisation. Yann Gobo, 20 matchs, 2 buts, 86% de titularisation. Joshua King, 19 matchs, 4 buts, 75% de titularisation. Et Franck Magri, 20 matchs, 0 but, 27% du temps dans le 11 de départ. Eh oui, Toulouse, offensivement, c'est un problème. Seulement 23 buts marqués. C'est, il me semble, avec Saint-Etienne, Le Havre et Montpellier, la pire attaque de Ligue 1. Voilà pour le TEF. Face à eux, Le Havre, qui sort d'une défaite contre Nice. Ils n'ont pas pu enchaîner malheureusement en termes de rythme, enfin en termes de cycle positif après leur succès au LOSC. Est-ce qu'ils peuvent gagner contre Toulouse finalement? C'est à vrai. Je vais y croire, moi. Je vais y croire parce que je trouve qu'ils font des bonnes choses en ce moment. Je trouve que le mercato d'hiver a plutôt été réussi. Qu'il leur manque encore un petit truc, mais bon, moi, si je dois être un peu optimiste sur les trois équipes, ça Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier, c'est plus pour Le Havre, où je sens qu'ils La peuvent aller faire dynamique est quelque chose. un peu Donc, meilleure, quoi. ouais, ouais, contre Nice, ils font pas un mauvais match, hein, loin de là. Tu restes quand même sur des matchs un peu plus aboutis, donc ouais, moi je vais aller sur la victoire du Havre contre Toulouse. Et ben moi je vais envoyer le bon match nul 0-0. Voilà ce que je vais envoyer, ça va être sympathique, comme ça on se fait bien chier comme il faut. Petite info, Toulouse, Guillaume reste absent plusieurs semaines. Voilà, lui qui s'est blessé à la cuisse lors du match contre le PSG. Et j'ai oublié d'en parler tout à l'heure pour le match Saint-Etienne-Angers qui est capital pour le maintien, c'est Esteban Le Paul qui est forfait. Et ça c'est un coup dur pour le SCO. J'avais oublié d'en parler. Voilà, comme ça je le cale pour la lutte pour le maintien. C'est fini, je crois qu'il n'y a plus de club concerné. Strasbourg qui va affronter le Stade Brestois. C'est vraiment Strasbourg une équipe. Bon déjà je me suis trompé sur leur compte cette saison parce que je les voyais pas aussi flamboyants, mais mine de rien ils réussissent. Ils sont beaux à voir jouer, c'est sympathique. Et ils vont affronter un Brest qui va jouer en Ligue des Champions demain contre le PSG. Pour rêver un petit peu émoussé. Un Dylan Bakwa qui est encore une fois cette saison
très très bon et je suis très heureux pour Dylan Bakwa qui performe. Bon, moi je vois bien Strasbourg enchaîner contre Brest, allez. Je sais pas pour toi, mais je les sens bien, les Strasbourgeois, je sais pas. Est-ce que tu Moi, les je vais vois aller sur match nul. match nul? Je vais aller sur match nul. Je pense que Brest est capable d'enquiquiner, d'aller chercher le point qu'il faut voilà, contre cette équipe de Strasbourg. Donc, ouais, je vais aller sur un match nul. Beau match en perspective. Voilà, Strasbourg, ils font leur saison. Il y a de la qualité. C'est l'une des équipes où on va dire que en termes de style de jeu, c'est marqué, c'est agréable à voir. Voilà. On peut penser par rapport au projet qu'ils ont, voilà, on peut avoir des réserves, des critiques, mais en tout cas sur le terrain, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Après, c'est Blocko, pour l'instant, cette saison fonctionne bien globalement. Puis C'est vrai. Chelsea, ça se passe aussi bien en première ligue. Donc voilà. Donc si Strasbourg accroche une place en Europe, ça sera bénéfique. Ce genre de projet, c'est toujours le moment où ça se passe moins bien, qui pose question sur la façon dont c'est géré. Et c'est à ce moment-là, on verra les reins solides ou pas de Bluko. Oui, sur 3 points de l'Europe, Strasbourg. Après, le problème de Strasbourg, c'est que j'ai l'impression qu'il manque ce truc de régularité sur le long terme d'une saison pour pouvoir les accrocher. On verra s'ils arrivent à accrocher l'Europe. Ça pourrait être sympathique. Pour Brest, j'ai quoi comme stats? Pour le stade brestois, j'avais Ludovic Ajor qui devient le premier joueur de l'histoire de Brest à marquer lors de 6 matchs consécutifs en Ligue 1. Voilà. Ça me fait plaisir. Et j'avais que le stade brestois n'a pas perdu une rencontre après avoir été mené au score en Ligue 1 pour la première fois cette saison, après la victoire contre la J. Auxerre pour les Brestois. Ils n'ont pas gagné contre la J. Auxerre, ils ont fait 2-2, mais ils étaient menés. Et très très beau but de Mama Baldé, malheureusement refusé parce qu'il avait le bout du talon qui était hors jeu apparemment. Bon, ça, c'est une autre question, les hors-jeux, le truc arbitral, tout ça cette saison, c'est quand même des choses qui posent question et on verra ce qui va se passer par la suite. Tu m'as dit que tu voyais match nul, moi je vais mettre Strasbourg. Allez, je dis enchaînement. Jeu 21h, celui qui fait plaisir. Le Lyon-Paris Saint-Germain, un classique désormais du championnat de France, avec un Olympique Lyonnais qui nous a offert quand même toujours des belles rencontres contre le PSG à chaque fois. Ça a toujours été des rencontres, en tout cas animées. On se souvient de cette époque, l'époque de paille, etc. Où quand même des matchs assez sympathiques à suivre. Mais le PSG reste le mastodonte en Ligue 1 cette saison, reste l'équipe invaincue en championnat. Lyon montre quand même un beau visage malgré tout. Mais comme j'ai dit quand on a parlé de Montpellier tout à l'heure, ils ont eu des phases où ils ont été dominés. Et j'ai peur que ces phases-là, si tu les laisses contre le Paris Saint-Germain, tu te fasses punir, mais sévèrement, parce que le PSG n'est pas Montpellier. Et ça, c'est important à savoir, mais je pense que vous l'avez tous remarqué. Bon voilà, le PSG qui va jouer en Ligue des Champions, qui est quasiment qualifié après un succès 3-2 contre Brest à l'aller. On verra ce que ça va donner au retour. Ça me semble. Il n'y a pas direct qu'ils avancent, mais en fait, le PSG cette saison, dès qu'ils ont eu une grosse équipe de Liga à affronter, ils ont toujours élevé le curseur et ça a enchaîné quoi. Ouais, mais tu vois, moi je vais aller sur le match nul. Parce que Ok. je pense que le PSG peut aller prendre des points. Moi, je vois un match nul de partout, avec Lyon qui arrache le match nul dans les dernières minutes. Avec un Tolisso qui est Voilà, très pour très bon. confier un petit peu la télé. Ouais, ouais, qui est très très bon, mais qui est très très bon cette saison, hein, Oui, que ce soit sous Kersage ou Fonseca, voilà. Aujourd'hui même, on pourrait se demander s'il peut pas faire son retour en équipe de France, parce je suis que d'accord avec franchement, ça. sur ses performances, voilà, on a beaucoup critiqué Tolisso l'année dernière, qui était un peu passé à côté de sa saison. Là, franchement, il nous régale, un peu comme Rabiot, il se retrouve des talents de buteur. Donc franchement, voilà, moi je pense que Lyon peut aller enquiquiner le PSG sur un match et faire ce match nul. Même si le PSG, c'est vrai qu'en ce moment, on marche sur l'eau. L'OL a inscrit 10 buts en Ligue 1 sous Paulo Fonseca, c'est le meilleur total pour un entraîneur lors de ses 3 premiers matchs avec le club lyonnais dans l'élite, à égalité avec Paul Le Guen. Voilà, comme ça m'a permis de caler Paul Le Guen dans cette vidéo et ça me fait grandement plaisir. Donc les débuts quand même réussis de Paulo Fonseca. On le répète, à Lyon, on n'était pas contre Fonseca. Enfin, en tout cas, moi je suis pas supporter lyonnais, mais quand on voyait la nomination de Fonseca, on n'était pas contre Paulo Fonseca. C'était plus le choix de limoger Pierre Sage. Pour l'instant, qui s'avère gagnant puisque Lyon roule plutôt bien. Conclure sur un petit point, le petit point classique d'Azone, hein, parce que c'est le grand sujet maintenant qui anime les débats. Canal+ et Bolloré ne guettent pas la Ligue 1, c'est l'équipe qui sort cette petite information-là. Voilà, donc Canal+, on verra si, pourquoi pas un jour ils reviendront. On a les discussions qui continuent un petit peu partout avec une réunion hier avec Nasser Al-Khelaifi qui a déclaré qu'il se concentrait sur son propre intérêt de lancer sa propre chaîne PSG serait la meilleure chose à faire. Mais il insistait sur le fait qu'il veut une solution pour tous les clubs. Donc voilà, le Nasser Al-Khelaifi qui va encore se mettre en tant que le sauveur du foot français. Je pense que voilà, on verra ce qui va se passer dans la suite. Mais c'est toujours le petit point d'Azone droit télé qui va animer les prochaines semaines, à mon avis, jusqu'à la début de saison prochaine. Parce qu'on n'est pas
au bout de nos surprises. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je crois qu'on a tout dit sur cette journée de Ligue 1. Ouais, moi je trouve que voilà, hormis tous les problèmes économiques, sur le Tout va bien. terrain ça va, voilà, sur le terrain on se régale. Jusqu'à quand, on sait pas, mais Jusqu'à quand on pourra avoir les pour matchs? l'instant voilà. Je sais pas. Voilà. Sur la réal des matchs, si, bon après c'est un détail, mais la réal LFP c'est dégueulasse. Voilà, faut que je le dise, c'est horrible. Le but de Nuama sur Lyon a été, on en a parlé partout sur les réseaux, mais affreux. Et quand tu compares la réalisation, je sais pas si c'est LFP qui réalise avec Beansport pour les matchs du samedi 17h ou si Beansport réalise lui-même. Et les matchs réalisation LFP slash DAZN, bon, c'est pas DAZN qui réalise, c'est LFP, mais c'est horrible. Hein. Franchement, c'est affreux. Faut faire des choses. Parce que là, l'image de la Ligue 1 est quand même affreuse cette saison. Quand tu compares aux autres championnats. Bref, on va vous laisser débattre ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner, liker cette vidéo si ça vous a plu. Donnez vos pronos, votre avis en commentaire sur votre club. Et on vous souhaite à tous un très très bon week-end de football. Ciao tout le monde.